Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue de nouveau à cette rencontre mardi 21 h, psychanalyse pour tous. Introduction donc à la psychanalyse, psychanalyse pour tous. Donc ce sont des rencontres où nous allons utiliser un texte de Freud pour nous rappeler ou pour découvrir ces informations que Freud nous a passées, nous a transmis et que nous devons continuer à étudier. C'est-à-dire que le travail que Freud a réalisé au début du siècle passé, c'est, bonsoir Olivier, c'est quelque chose que nous pouvons continuer à étudier et à réétudier. Bonsoir Floriane, lavez-vous, bonsoir Laura, bonsoir. Donc aujourd'hui nous allons voir un texte des écrits techniques de Freud. Maurice, bonsoir, donc je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Donc nous sommes à Madrid et à partir de là, nous allons nous adresser au monde francophone. Et donc nous allons voir ce texte, j'ai vu en français qu'il y avait différentes traductions. Nous allons voir ce texte, donc moi je lis la traduction qui a été faite donc en espagnol, qui est une traduction que Freud a eu la possibilité de relire, puisque il y a eu un espagnol qui a fait la traduction des textes au fur et à mesure des publications de Freud. Lui derrière il traduisait en espagnol les textes, donc Freud il a eu l'opportunité de lire les traductions et il a d'ailleurs écrit une lettre pour faire part de sa satisfaction sur le travail réalisé par le traducteur. Françoise, bonsoir. Donc aujourd'hui, bonsoir Chloé. Isabelle, bonsoir. Donc, Foussia, bonsoir. Et donc, le texte que nous allons voir aujourd'hui, c'est, Simona, bonsoir, un texte qui s'appelle « Psychothérapie, traitement par l'esprit ». Donc ça, c'est la traduction du texte en espagnol. Et j'ai vu qu'en allemand, c'était tout à fait similaire. C'était le traitement par l'âme, le traitement par l'esprit, le traitement par l'âme. Bonsoir, Fernande, comment allez-vous? Ramita, bonsoir. Et donc, c'est un texte qu'on appelle les textes techniques, c'est-à-dire que ce sont des textes qui vont nous aider, on va dire comme tous les textes de Freud, à mieux écouter les patients. Et quand on dit les patients, ici, comme nous sommes dans un espace, on va dire, ouvert à tout, c'est pour mieux écouter les patients et pour mieux écouter aussi les gens qui nous entourent. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux professionnels. Bonsoir Annie, Macha, bonsoir, Sandrine, Rebecca, bonsoir, bienvenue. Donc vous n'oubliez pas, vous pouvez partager sur vos murs. Au plus on est nombreux, au plus on a de chances d'être meilleur. Bonsoir Marie-Thérèse, Foussia, oui, voilà, bonsoir. Donc, c'est un texte qui est très intéressant parce que c'est le premier texte que Freud va écrire, donc c'est un texte de 1905, et c'est le premier texte, Victoria, bonsoir, que le texte qu'il va écrire pour nous parler de la médecine psychosomatique, c'est-à-dire que c'est le premier texte qui va introduire cette médecine psychosomatique dont il va reparler dans d'autres textes et qui vont être repris, donc bien évidemment par d'autres professionnels après Freud. Et c'est un texte donc, bonsoir, bonsoir, merci à vous, Enya, donc merci à vous de partager, d'être si nombreux à participer avec enthousiasme donc à ces rencontres, parce que nous savons effectivement que la psychanalyse, surtout et principalement aujourd'hui, est devenue un élément encore plus nécessaire qu'avant pour pouvoir faire face à tout ce qui nous arrive. Et Aïssa, bonsoir, Enya, bonsoir. Donc,
Il dit que, on va présenter ce texte comme un texte donc fondamental pour pouvoir penser ce qu'on appelle la médecine psychosomatique et d'une façon générale, d'accord? C'est-à-dire c'est une première approche. C'est-à-dire qu'il va nous parler de l'influence des processus psychiques dans le développement, dans la maladie, dans la guérison et dans l'aggravement des maladies organiques. D'accord? Donc il ne va pas. Donc il va montrer l'importance de ces processus psychiques. Donc c'est un texte qui est très riche et qui va nous ouvrir au Maïma bonsoir, qui va nous montrer un petit peu comme il va dire, le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots. Donc il dit donc effectivement, on va commencer par expliquer un petit peu le titre. Il dit puisque la psychothérapie c'est le traitement psychique, c'est-à-dire c'est à partir du psychisme et que des traitements des processus psychiques et organiques, non, que nous allons toucher l'organisme. Non, on va dire non, c'est-à-dire que c'est pas à partir du psychisme, Jalila bonsoir, c'est à partir du psychisme que nous allons pouvoir toucher donc les processus psychiques ainsi que les processus organiques. Bonsoir Arturo. Nelly, bonsoir. Et donc, ce processus, nous allons utiliser pour cela la parole. Et donc, nous pouvons donc effectivement être surpris encore aujourd'hui de voir comment les mots, la parole, peuvent agir directement et immédiatement sur la partie anémique de l'être humain. Donc, et il va nous dire oui, effectivement, les mots, le mot, les paroles sont en effet des instruments essentiels dans le traitement anémique. Alors il dit qu'il reconnaît, parce que Freud il reconnaît toujours un petit peu ce qu'on pourrait dire ses adversaires, les gens qui sont contre la psychanalyse, qui viennent s'y opposer. Il veut dire comment c'est possible que justement de simples mots puissent avoir des conséquences sur des troubles pathologiques du corps ainsi que de l'âme. Il va dire non, simplement par de simples mots. Il va dire bonsoir Keima. Et donc il dit les mots que nous utilisons tous les jours ne sont rien d'autre qu'une magie atténuée. Il va parler du pouvoir des mots comme une magie atténuée. Alors après nous savons qu'en psychanalyse, effectivement il ne s'agit pas de magie puisqu'il s'agit d'une théorie bien définie, c'est-à-dire que la psychanalyse c'est un champ bien défini qui est notre appareil psychique. D'accord ? C'est-à-dire que hors de l'appareil psychique, c'est d'autres sciences qui vont s'en occuper. La science psychanalytique s'occupe de notre appareil psychique. Aïcha, bonsoir. Jacqueline, bonsoir. Alors Arturo commence avec ses questions. Donc nous sommes déjà 90 à participer à cette rencontre. Bienvenue. Et donc bon, je continue. Arturo, est-ce que ça fait une différence quand on s'exprime dans une langue étrangère? Non, c'est un autre instrument, on va dire, non? Qu'il y a des gens qui ont la possibilité d'utiliser plusieurs langues pour parler, donc c'est un autre instrument, d'accord? Mais c'est toujours la parole, c'est toujours les mots. D'ailleurs, il va dire que quand on parle du langage, on va parler pas seulement des mots. D'ailleurs, ici, dans ce texte, Freud va y faire référence, c'est-à-dire que il y a les mots et après il y a tout le langage corporel qui participe. Nancy, bonsoir. Donc, il dit que la science psychanalytique donc, a réussi à restituer à la parole humaine, aux mots, une partie de son ancienne force magique. C'est-à-dire que la psychanalyse va se faire pratiquement, on va dire pratiquement qu'avec des mots, puisqu'il y a quand même un contexte à respecter et qu'il ne s'agit pas seulement que des mots. Et donc, il va nous dire que nous devons rappeler d'une certaine façon que la médecine, puisqu'il s'agit de médecine psychosomatique ici, que la médecine, depuis plus d'un siècle, a fait d'énormes progrès. D'accord ? C'est-à-dire que le langage corporel aussi. Oui, Chloé. Donc, la médecine a fait de grands et d'évidents progrès
et qui nous permettent aujourd'hui de vivre dans des situations bien meilleures qu'il y a un siècle. C'est-à-dire qu'ils ont découvert beaucoup de choses, ils ont beaucoup travaillé, ils ont découvert d'énormes choses. Des pesquidous, bonsoir. Donc, mais à cause de ça, ils se sont éloignés des mots. C'est-à-dire qu'ils ont centré toute leur étude donc sur la partie somatique du sujet et ils ont relégué en fait les mots. Il dit Freud, ils ont relégué en fait les mots à la philosophie en disant bon ça c'est pour l'histoire, pour les philosophes, non? Et donc, d'une certaine façon, oui, donc ils ont pris une certaine distance sur le pouvoir des mots. Et donc ils vont dire que, au contraire, la médecine, ce qu'elle a tendance à dire, c'est que le psychique, c'est une conséquence des processus somatiques. D'accord? Nassim, bonsoir. Okay. Donc, il va partir du fait que c'est à partir du somatique que se produit le psychique. C'est-à-dire qu'ils vont étudier les cerveaux et que si un cerveau est bien développé, bien alimenté et qu'il n'a pas souffert de perturbations, ben, il doit donner des résultats appropriés face à la réalité. Alors que certains, ils vont aller étudier les cerveaux pour pouvoir expliquer non, les troubles ou les perturbations affectives. Non. Donc, et pourtant Freud il va nous le dire donc dès le début du texte en disant que la relation entre le somatique et la partie donc animique du sujet est une interaction réciproque. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une action autant somatique sur le psychique que le psychique sur le somatique. Donc il va dire, par exemple, il va nous présenter non, de ces nombreux malades. Il dit les bonsoir Sandre, donc les nombreux malades, qui soient légers ou graves, qui ont des troubles, des souffrances quotidiennes ou de graves problèmes qui ne permettent pas donc aux médecins de résoudre les problèmes. Par exemple, il va nous parler de ces certaines pathologies. On va dire que quand on parle par exemple des douleurs de tête, des difficultés pour la concentration, les yeux qui font mal et qui empêchent la lecture, les jambes qui se fatiguent en marchant par exemple, ou des gens qui se sentent sourds, non? Qui deviennent sourds comme ça, mais sans lésion organique. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a de nombreux symptômes qui se présentent au médecin ou le patient se présente. Ils étudient toute la situation, mais il n'y a pas de lésion somatique. Donc, et il va faire donc toute une liste de tous ces petits symptômes qui font partie d'une certaine façon de notre vie quotidienne, car comme nous sommes des êtres mortels, ben nous avons ce genre de troubles dans notre vie quotidienne. Le problème, c'est quand ces troubles s'installent, on va dire, s'installent dans notre vie quotidienne un petit peu comme des compagnies, où là, on voit qu'il s'agit d'autre chose que cette signification en fait de notre mortalité. Khadija, bonsoir. Donc, il va nous parler aussi, donc il va nous dire que il dit les problèmes, non, les difficultés pour dormir, il va nous parler des spasmes gastriques, des difficultés pour la digestion, donc toutes ces petites choses de la vie quotidienne qui sont des phénomènes, donc il va nous dire ce sont des phénomènes très souvent où, alors les médecins nous donnent quand même des médicaments, mais ça passe pas. Ça passe pas, on prend des médicaments, mais on garde toujours donc ces symptômes. Donc Freud dit qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et donc il va dire en plus ce sont, Jordan, bonsoir, ce sont des symptômes qui peuvent apparaître et disparaître comme par magie. C'est-à-dire qu'il y a des choses où la médecine donc ne peut pas expliquer. D'accord, c'est-à-dire qu'il va nous dire qu'il peut y avoir sans aucune explication des douleurs qui apparaissent et qui disparaissent. D'accord, donc on voit qu'il y a quelque chose donc, qui échappe à la médecine, non?
Et ou des choses, des troubles qui vont disparaître, donc grâce à certaines choses de notre vie. On va faire un voyage et on va trouver que le voyage était merveilleux, merveilleux. Et donc pendant le voyage, tous mes symptômes ont disparu parce que j'étais très contente de pouvoir découvrir ce que j'ai découvert. Par contre, je rentre à la maison et les symptômes reviennent. D'accord? Donc il va dire qu'il ne s'agissait pas donc, non, mais on voit que c'est quelque chose qui est lié à autre chose qu'à la partie somatique du sujet. Donc, alors, Maïma, elle demande, pouvez-vous nous expliquer le rôle de la peau dans les troubles somatiques? Donc, effectivement, la peau, c'est un endroit où va s'exprimer énormément. Donc, non, puisque c'est une façon de parler aux autres, non? Notre peau, quand on a le visage qui montre des boutons ou des choses qui... La peau, c'est quelque chose qui est effectivement très psychosomatique. Mais on va voir que quand on parle de psychosomatique, c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que c'est une structure, de la même façon qu'il existe l'hystérie, qu'il existe la névrose d'angoisse, il existe la structure de la psychosomatie, donc c'est quelque chose de particulier. Donc sur chaque symptôme organique, il va falloir voir, écouter le patient pour savoir s'il s'agit d'une hystérie, s'il s'agit donc d'un phénomène psychosomatique ou de quel type. Non, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas diagnostiquer par rapport à ce qui est présenté, sinon que nous allons diagnostiquer, si nous faisons le diagnostic, puisque nous avons déjà vu que Olivier dit mal dans sa peau, par exemple, oui, exactement. Donc, exactement, ça peut être une représentation, donc effectivement, pas obligatoirement d'un trouble psychosomatique, sinon une façon de parler, de dire je suis mal dans ma peau et je le montre avec plein de boutons. Ok. Arturo dit, est-ce que la Covid serait une maladie, il est d'un trouble lié à non, notre réaction à la Covid. Non, Freud il va là en parler, dit notre réaction aux épidémies. Donc c'est quelque chose qui va dépendre donc de chaque sujet, d'accord? Myriam parle le rôle du moi, oui. Capricorne dit bonsoir chère Clémence, pourriez-vous nous expliquer le concept, le nom du père? Merci. C'est pas le sujet Capricorne, désolé, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il nous dit, vous pensez quoi de Pierre Marty, ce qui concerne les troubles psychosomatiques? Donc ça a été un des premiers, non, à s'occuper de la psychosomatie, d'accord? Ça va être un des premiers à reprendre donc à partir des écrits de Freud. Mais nous allons voir que ici, nous n'allons pas si loin dans la psychosomatie, d'accord? Nous allons simplement voir ce premier abord que va nous présenter Freud, où il va nous montrer donc le pouvoir du psychique, du psychisme, non? C'est-à-dire que le pouvoir du psychisme sur notre organisme, non? Et donc il dit que la majorité des symptômes se trouvent sous l'influence directe des excitations, des commotions émotionnelles, des préoccupations, et qu'ils peuvent disparaître en laissant la place à une parfaite santé, ils disent, et sans laisser une trace, même si les troubles se sont présentés pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que ce sont des symptômes qui ont, comme ils n'ont pas de lésion directement, ils vont pouvoir apparaître ou disparaître, mais qui sont dus, donc il va dire que dans tous les symptômes, d'accord, il y a une participation directe des excitations, des commotions émotionnelles et des préoccupations. Margot nous dit, l'eczéma est-il un symptôme lié à une fragilité des enveloppes, des limites? L'eczéma, c'est un problème, on va dire, du système immunitaire. Et d'un autre côté, c'est une expression encore de la peau. Mais pareil, écoutons chaque patient. Non, nous devons apprendre à écouter chaque patient pour voir, Capricorne, je ne connais pas la théorie de Krodek, chaque patient va nous expliquer ce qui lui arrive. D'accord? Chaque patient, si nous avons donc les instruments pour pouvoir l'écouter, il va nous dire, il va nous expliquer un petit peu, donc, quelle est la complexité, parce qu'un eczéma, c'est pas simplement, non, je donne une crème et il va partir. Bon, il y a des eczémas, ça arrive, mais il y en a d'autres, ça met je ne sais pas combien de temps avant de pouvoir
de pouvoir disparaître, non? C'est-à-dire que... Alors, il va dire que dans la majorité des cas, d'accord, même les médecins donc sont arrivés à reconnaître que la majorité des malades de l'estomac, de la vue, etc., ce sont donc des affections du système nerveux dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on va dire que ce sont des maladies nerveuses, ce qu'on appelle les maladies nerveuses, qui ne sont pas obligatoirement psychosomatiques, d'accord? Donc, nous dire les conversions hystériques et les maladies psychosomatiques n'ont pas la même psychopathologie. Donc, ils ont les mêmes symptômes, ils peuvent présenter des symptômes similaires. Effectivement, nous, donc vous faites bien de préciser, c'est-à-dire qu'il y en a simple, non? Après, donc, avoir écouté le patient, on va pouvoir voir si il s'agit plutôt d'une maladie psychosomatique ou d'une conversion hystérique. D'accord? C'est-à-dire que... Mais n'oublions pas que, j'ai l'impression que je me répète un petit peu, Bélo, que les diagnostics, ce n'est pas notre priorité, on va dire. D'accord? Donc c'est intéressant pour pouvoir écouter le malade. D'accord? Enfin, le malade, pour pouvoir écouter le patient. Hein. Donc, et donc il va parler de ces autres symptômes, donc chez les, non, que nous connaissons un peu plus dans les consultations de psy en général, non, où ce sont donc des souffrances, on va dire des souffrances qui touchent la fonction, c'est-à-dire qui ne touchent pas l'organe, d'accord? La fonction, c'est-à-dire quand on va parler donc de toutes ces affections nerveuses qui sont ou stables ou moins stables, de ces processus, de ces symptômes en fait psychiques, ce qu'on appelle les idées obsessives, les idées délirantes, la démence, tout ça, d'accord, où la médecine n'a pas pu donner de réponse face à ça, c'est-à-dire que les résultats sont restés infructueux. Et donc, il va dire qu'il réincidive, on va dire qu'il insiste en disant que les signes cliniques ont une influence, donc les signes cliniques sont influencés par la vie psychique, c'est-à-dire que la vie psychique touche directement notre organisme et que la cause directe de ces troubles, il faut les chercher dans le psychisme. Non, quand on parlait de ces troubles, de ces idées obsessives, des idées délirantes, de la démence, etc. Donc, dans la majorité, il faut trouver, pas dans la majorité, dans tous, il faut trouver, donc chercher une raison dans le psychisme. Et donc il va nous parler aussi de cette autre partie. Non, il va dire que quand on voit que les états animiques d'une personne, on peut les découvrir simplement en regardant la personne, comment elle parle. D'accord? C'est-à-dire que quand on va parler, par exemple, tiens, elle a rougi, je lui ai dit ça, elle a rougi. Donc c'est une expression qui va toucher le somatique. Donc c'est-à-dire c'est une phrase qui va produire chez le sujet ce genre de résultats. Et il va nous dire donc évidemment qu'il y a que le sujet, quand il parle, il va se dénoncer. D'accord? C'est-à-dire qu'il va se dénoncer donc par la parole et après par tout son aspect physique. C'est-à-dire que non, quand on dit que les gens qui sont nerveux, celui qui va jouer avec sa bague, etc., non, ce sont des éléments qui vont venir montrer la situation, que le sujet il est un peu plus énervé, quand on va voir qu'il y a une altération cardiaque. Non, vous voyez, j'ai du mal à parler. C'est la même chose, d'accord? Tout ça, ce sont des résultats, on va dire, parce que j'ai vu que nous sommes arrivés à 100, donc j'ai dû un petit peu m'altérer, parce que nous sommes une centaine, donc ici, tous ensemble. Bonsoir Cédric. Donc, et il nous dit que tout ça, ce sont des éléments qui vont parler, et qui vont tellement parler, il dit Freud, qu'on va plus facilement croire ces phénomènes somatiques que ce que la personne va dire. Non, la personne va rougir, mais non, pas du tout, ça m'a pas du tout gêné ce que tu m'as dit, non? Et on va plus croire au fait qu'il a rougi que au fait qu'il dise que non, que ça lui a rien fait du tout.
d'accord? C'est-à-dire qu'on a plus confiance à ces phénomènes que le sujet ne contrôle pas. Donc Mohamed dit, est-il possible de se débarrasser d'un problème somatique, apnée de sommeil par exemple, dans le cadre des séances de psychanalyse en consacrant des séances en vue d'interpréter cette représentation organique au lieu de se baser sur les rêves comme outil d'exploration de l'inconscient? L'outil d'exploration de l'inconscient, c'est laisser parler, Mohamed, c'est laisser parler le patient. C'est le patient qui doit parler, qui doit apprendre, on dit apprendre à parler, c'est-à-dire apprendre à gagner cette liberté qu'on lui donne dans la consultation, d'apprendre à pas vouloir dire des choses ni compréhensibles, ni des idées qui vont les unes derrière les autres, sinon que c'est une autre manière. Donc on ne s'occupe pas du matériel, ni qui vont nous donner, qui va nous parler plus facilement de ses symptômes, qui va nous parler plus facilement de ses rêves. Freud dit qu'il s'est occupé de ses rêves parce que les patientes venaient raconter ses rêves. Donc lui, il a dit tiens, qu'il a fait partie, mais c'était le discours du patient. En consultation, on écoute le discours du patient du début jusqu'à la fin. D'accord? C'est pas quand tout d'un coup on a l'impression qu'on prend le rendez-vous pour la prochaine fois ou qu'on a l'impression que ça y est, c'est fini, qu'on ne parle plus avec son psychanalyste. Là encore, d'accord, il y a des manifestations qui peuvent être intéressantes à écouter. Mounir, bonsoir. Donc, il va nous dire encore, donc, donc il va nous parler de tous ces sentiments qui peuvent non être arrivés, donc s'exprimer sur notre corps, l'influence de la peur, de la colère, de la douleur, tout ça, de l'extase sexuelle et d'autres types d'émotions, où on va voir que tout ça, effectivement, ça a des répercussions. Amina, bonsoir, ça a des répercussions donc sur notre situation corporelle. Et donc on peut le détecter, le lire. Non? Et donc il va nous dire d'un autre côté, donc il dit qu'il y a aussi d'autres actions somatiques, des affects, d'accord? Donc on voit qu'il y a les affects qui vont toucher le somatique et qu'il y a d'autres types d'affects qui vont aussi avoir des répercussions donc sur notre corps, d'accord? Qui peuvent donc provoquer effectivement des maladies. D'accord? Certains états affectifs, il dit, permanents de nature pénible. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui traînent une tristesse qui s'en va pas, avec laquelle ils ont pris l'habitude de vivre, une tristesse qui s'en va pas, on va dire que ce sont des choses, bonsoir Lucie, ce sont des choses qui s'installent donc chez le sujet, avec lequel le sujet a appris à vivre avec sa tristesse, mais qui a des répercussions. De la même façon qu'il va nous dire que les états dépressifs, les préoccupations, les douleurs, les afflictions, tout ça a des bonsoir Jazz, donc a des répercussions donc sur notre organisme. D'accord? Il va dire que ça provoque un vieillissement prématuré, et il peut y avoir d'autres types d'altérations pathologiques des vaisseaux sanguins, etc. Donc, c'est-à-dire des états affectifs qui vont provoquer des lésions organiques. Parce qu'il y a les états affectifs qui vont présenter des expressions, on va dire, sur le corps, et il y en a d'autres qui vont directement laisser une trace, une lésion. D'accord? Donc, et de la même façon, il dit, Gaël, bonsoir, de la même façon, il dit que l'influence d'excitation jouissante, de bonheur, peuvent permettre donc aux gens, aux personnes de retrouver un épanouissement de l'organisme, tout comme de leur physique, des gens qui retrouvent une certaine jeunesse parce qu'ils tombent amoureux à 60 ans, à 70 ans par exemple, et qui retrouvent donc, où on le voit clairement, je veux dire l'expression de la... et qui peut aussi provoquer des guérisons. Et donc il va dire les grands affects ont une intime relation avec notre capacité de résister face aux maladies infectieuses. D'accord? C'est-à-dire qu'il va nous donner un exemple. Il dit par exemple, pour montrer à quel point donc une certaine situation psychique ne va pas permettre
donc à l'organisme de se défendre du Covid, par exemple, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, non? Et lui, il va nous donner un exemple, il va nous dire qu'il a vu, donc, il a étudié donc dans les médecins militaires, plutôt ont étudié, ont ramené, ils ont vu que l'armée perdante, les soldats de l'armée perdante attrapaient beaucoup plus facilement des maladies que les gagnants. D'accord? C'est-à-dire qu'il va nous montrer qu'une situation et une autre, ça provoque donc effectivement sur le sujet, ça touche le somatique directement. C'est-à-dire que être heureux, ben, ça permet d'être moins facilement malade, on va dire, non? Et en plus, il va préciser donc dès 1905, il va nous dire dans ce texte dès 1905, il dit que par exemple tous les états dépressifs, ils sont la cause directe de maladies du système nerveux et comme des altérations anatomiques démontrables, d'accord, et qui touchent et qui peuvent toucher aussi les organes. Les organes. Naïma, bonsoir. Et il dit, et donc il faut accepter, non? Il faut savoir et accepter que c'est ce qui va être à la base d'un grand nombre de maladies, les états dépressifs, la dépression. Regarde. Et il dit que, enfin il dit pas, c'est moi qui le dis, aujourd'hui que l'OMS, dans les années 2000, a présenté la dépression comme une maladie qui est à la base de nombreuses maladies organiques. Par exemple, le cancer, la cardiopathie, les accidents de circulation. D'accord? C'est-à-dire que la OMS a reconnu que la dépression pouvait provoquer ce genre de maladies organiques. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont, un siècle après, repris les dires de Freud, on va dire. Et donc il va dire oui qu'il y a des sentiments qui peuvent provoquer, donc des sentiments qui peuvent que des états pathologiques qui sont déjà établis peuvent être profondément influencés par des affects tumultueux et qui peuvent ou d'un côté empirer ou d'un autre au contraire s'améliorer et directement disparaître et guérir complètement. Donc quand on parle qu'il y a certains cancers comme ça que le sujet a cherché la guérison et qu'il a obtenu la guérison de son cancer, c'est quand le sujet, donc il était, on va dire, favorable à cette guérison. Donc même sur les maladies chroniques. Et il va même jusqu'à dire donc que la durée de la vie peut être considérablement, donc, on va dire, que la mort peut être provoquée par et évidemment par des états dépressifs. D'accord? Donc on dit que le dépressif, c'est celui qui est le plus enclin au suicide. On va dire bonsoir Claude. C'est-à-dire que le dépressif, c'est celui que je crois qu'on avait déjà vu donc, dans une vidéo quand on parlait du deuil et de la mélancolie. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut arriver à se suicider. Et on va dire que le suicidaire, en général, c'est quelqu'un qui était à la base dépressif. D'accord? Donc, de la même façon, il va dire qu'on peut mourir, on peut accélérer la mort par des états dépressifs. De la même façon, hein, on va dire par une joie inespérée, on peut aussi la retarder. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des gens qui, comment on va dire en français, on dit il y a des gens qui vont remettre leur mort à demain pour avoir l'opportunité d'avoir, s'ils savent qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir une bonne conversation. D'accord? Que très souvent, les gens vont s'abandonner, on va dire, à la mort
parce qu'ils s'ennuient et parce qu'ils sont seuls. C'est-à-dire que l'ennui et la solitude tuent directement. D'accord? C'est-à-dire que, et si le sujet sait qu'il a la possibilité d'avoir une bonne conversation, qui est une des grandes jouissances de l'être humain, ben, il remettra, on va dire, sa mort à demain. Et donc il dit que nous voyons que les affects, au sens strict, se caractérisent par un particulier lien direct avec les processus corporels. Et il va même nous dire que les processus intellectuels peuvent aussi être considérés comme des affects. Les processus intellectuels, d'accord? Donc ça c'est intéressant aussi pour pouvoir le prendre en considération. Donc, et donc, et il va dire que, il va nous parler aussi et de la douleur. Et il va dire que la douleur donc fait partie des manifestations somatiques importantes et qui doit être prise en compte. Donc pour son étroite dépendance des conditions animiques. D'accord? C'est-à-dire que nous avons des fois tendance à considérer que la douleur dont vient nous parler l'autre, on va dire oui, ça c'est une douleur imaginaire parce qu'il n'y a pas de lésion organique. Et Freud va bien répéter que la douleur, même si elle apparaît comme une douleur imaginaire puisqu'il n'y a pas de lésion organique, elle n'est en rien imaginaire, sinon qu'elle fait vraiment mal et qu'elles ne sont pas pour ça parce qu'il n'y a pas de lésions organiques, elles ne sont pas moins violentes pour ça. D'accord? Donc ça c'est quelque chose aussi. D'ailleurs il va nous dire que nous savons bien que les douleurs, non, quand on arrive à se distraire et à éloigner notre centre d'intérêt de la douleur, quand on arrive à se distraire, eh ben, la douleur, on arrive à l'oublier sans aucun médicament. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en général avec les enfants pour essayer de les calmer face à leur douleur quand ils ont mal. D'accord? De la même façon, il va nous montrer, il va dire comme dans un... Il va parler des guerriers qui pendant le combat ne sentent absolument pas la douleur de leurs blessures, et par contre, ils vont la sentir quand ils vont arrêter de combattre. Donc, on voit très bien comment la douleur est quelque chose qui est en relation directe avec le psychisme. Et ensuite, il va nous parler qu'il est possible d'une certaine façon, c'est-à-dire que le sujet, quand il veut guérir ou quand il a la volonté de mourir, mais ça nous ne le savons, on va dire, puisque c'est quelque chose qui n'est pas conscient. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose où on va le voir, on va dire, après. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, rappelez-vous, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, sinon qu'on doit attendre que ça se fasse pour pouvoir, après, interpréter. Donc, c'est-à-dire que quand on va voir qu'il y a quelqu'un qui a réussi à guérir d'un cancer, d'une grave maladie, on peut interpréter, dire que réellement, il voulait guérir. D'accord? C'est-à-dire que on va pas dire que oui, je veux guérir, on va pas écouter le discours en disant oui, je veux guérir, oui, je veux ceci, oui, je veux cela. D'accord? Vous voyez, il y a des vidéos, la fois dernière, je voyais dans Facebook, il y avait des vidéos qui disaient quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'avoir. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne font rien pour l'avoir. Donc, vouloir quelque chose, ce n'est pas suffisant. Après, il faut passer à l'acte, il faut faire quelque chose. D'accord? Je veux jouer du piano, je veux jouer du piano. Si, oh, j'aimerais bien apprendre le piano, j'aimerais bien, mais je m'installe jamais devant un piano. Donc, ça va être assez difficile. Donc, on voit que mon désir était de désirer, mais pas de jouer du piano. Donc, on va voir de la même façon dans la guérison comme dans la volonté de mourir, le sujet est impliqué. Donc là j'ai les questions. Donc Bouchra dit processus d'intellect est un problème d'affect. Non, sinon on dit que les processus intellectuels peuvent produire aussi, tout comme les affects, des répercussions somatiques, intervenir sur le somatique. Olivier dit, tout au long des séances, des résistances se présentent, s'accroissent.
De ce fait, des symptômes déjà présents peuvent-ils être plus importants et ou de nouveau apparaître? Bah oui, en général, quand le symptôme qui était déjà présent et qui va s'accroître, non, qui va augmenter, c'est parce que tout d'un coup, le patient, il a vu qu'il existait la possibilité de changer ou que justement son symptôme, non, n'était plus aussi important qu'avant, donc du coup, il y a une recrudescence. Ou quand le professionnel qui s'occupe de lui, il dit, bon, on voit que vous allez mieux. Alors là, du coup, il peut y avoir donc une réaction négative face à la guérison. Donc, on a dit que la maladie c'est quelque chose de très complexe dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont en jeu chez le sujet pour la production donc de la maladie. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et donc on peut voir, donc pareil, on ne peut pas prévoir, mais on peut voir donc une fois qu'il y a non, effectivement un accroissement des symptômes ou que tout d'un coup un symptôme qui avait disparu et que le patient représente, c'est bah oui, c'est une résistance au traitement qu'on peut après analyser. Donc Gaël dit qu'en est-il dans la mélancolie? La douleur est omniprésente. Oui, effectivement, Gaël. Non, Freud dit que la dépression, la mélancolie, c'est une des maladies les plus douloureuses. Et donc vous voyez, et il n'y a pas, sans parler de maladie organique, simplement la dépression. D'accord? Donc là où Nassim dit apprendre les principes de la théorie de la psychanalyse suffit pour une vie de qualité ou il faut être analysé? Il faut être analysé, Nassim. D'accord? C'est-à-dire que Freud dit que la théorie psychanalytique, elle est très intéressante donc pour effectivement apprendre à mieux écouter, on va dire, mais que ce n'est pas suffisant. Parce qu'on va dire qu'il y a des choses que je ne peux pas écouter de l'autre parce que je n'ai pas résolu chez moi. D'accord? D'où l'analyse du psychanalyste obligatoire et obligatoire tout au long, non? Parce qu'on va dire que d'une certaine façon, rien n'est jamais résolu. L'être humain est en constant mouvement. Ce n'est pas que il y a des choses qui sont résolues et ça y est, on n'en parle plus. Je veux dire que jusqu'à la fin, l'être humain sera mortel. Et en tant que mortel, ben, il va passer par certaines situations qui ne seront jamais, on va dire, ça y est. Je veux dire qu'il y a des sentiments qui vont suivre le sujet et qui vont suivre le sujet pendant toute sa vie. Non, on va dire parce qu'on pourrait se poser la question, quelle est la différence entre une personne psychanalysée et une personne qui n'est pas en psychanalyse, non? Donc je crois qu'avant tout, c'est parce que, ou par exemple, parce qu'il y a beaucoup de différences, on va dire une personne qui est en psychanalyse depuis des années et qui continue sa psychanalyse, elle a moins facilement tendance à croire que ce qu'elle sent, ce qui lui arrive, ce qu'elle dit, c'est vraiment ce qu'elle sent, ce qui lui arrive. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de mettre une distance, pourquoi? Pour être interprété sur ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est pas exactement ce que je dis qui m'arrive. D'accord? Sinon que c'est toujours autre chose. Alors que la personne qui n'est pas en psychanalyse, ben, elle a tendance à croire que ce qu'elle pense, c'est vrai, que ce qu'elle dit, c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est vrai. Et pourquoi? Pas parce qu'elle est plus stupide, sinon parce que tout l'appareil psychique travaille dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout l'appareil psychique travaille, non? Quand Olivier parlait des résistances, c'est-à-dire que tout l'appareil psychique est là pour résister à ces manifestations. Parce qu'il y a toujours une vérité du sujet que le sujet ne veut pas savoir. Donc d'où ces tendances, on va dire ces tendances de l'appareil psychique à ne pas vouloir savoir. Donc qui vont en rester pendant toute notre vie. D'où l'importance de continuer son analyse, sa supervision, ses cours d'études. Pourquoi? Pour qu'on nous rappelle constamment, on nous rappelle la présence de l'inconscient. D'accord? La présence de l'inconscient et la possibilité d'une interprétation. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être... Et ensuite, ici dans le texte, il va nous parler d'une autre chose qui est très intéressante, qui s'appelle l'attente anxieuse. L'attente anxieuse, c'est-à-dire ce que j'attends, des difficultés pour attendre, et je dois toujours devancer la difficulté de vivre, on va dire, dans l'incertitude. Et donc, il dit qu'il y a des gens, quand on va parler de certaines, les hystéries d'angoisse ou la névrose d'angoisse,
où le sujet a tendance à que cette attente anxieuse ou angoissante, il va y mettre une représentation. Donc de la même façon, non, on va dire que dans la névrose d'angoisse, qui peut se déplacer donc justement sur une maladie psychosomatique, quand on ne s'occupe pas de cette névrose d'angoisse, ça peut déclencher donc des processus de psychosomatique, dans le sens où ça peut déclencher des maladies organiques. D'accord ? Mais il va parler aussi de cette attente anxieuse. Justement, il dit avec ces gens qui ont des difficultés donc à faire face à l'incertitude, et il va parler justement, il va nous parler de l'épidémie, comme s'il nous avait parlé, il nous a devancé. Et il dit que les gens qui ont peur, ben, c'est les gens qui ont le plus de chances à attraper donc l'infection. Donc il dit que la maladie, les gens qui ont peur, qui sont dans l'attente anxieuse, sont des gens qui sont d'une certaine façon plus sensibles, on va dire, à attraper la maladie. Et par contre, il va dire, il existe d'un autre côté l'attente confiante, l'attente qui est de l'espoir, et qui est directement une force pour la guérison. Elle va dire, d'accord, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire partie de ce qui est faire partie de cette possibilité pour la guérison. Non, c'est quelque chose, l'attente confiante. On va dire que quand le sujet est dans les mains d'un professionnel, non, dans lequel il va nous en parler dans ce texte en disant que le professionnel est très important, oui, mais la relation de transfert est encore plus importante. D'accord ? Donc là, il va dire oui, les mots guérissent, mais dans une relation de transfert, et uniquement dans une relation de transfert. D'accord ? Donc, et une relation de transfert, c'est-à-dire une relation où il y a interprétation, qui va permettre l'interprétation, une relation de transfert qui va permettre l'interprétation, c'est-à-dire la mobilisation, on va dire, de cette énergie, non ? Une mobilisation de l'énergie. Donc il dit que ce phénomène de l'attente confiante, et c'est un phénomène qui va s'ajouter, il dit, à nos efforts thérapeutiques. Et ensuite, il va nous parler donc des traitements miracles. Hein. En parlant des traitements miracles, il dit que la foi religieuse est en elle-même, elle a été capable, elle doit l'être encore aujourd'hui, plus autant, puisqu'elle doit plus avoir autant de pouvoir, mais pendant un temps, elle avait été capable réellement de guérir, d'accord ? Donc il y a des traitements miracles qui peuvent produire réellement des guérisons. Isabelle, oui, mais faire la différence entre la pensée magique et l'espoir, la confiance. Bah, la pensée magique, bah, pour le moment, oui, là, comme maintenant on était sur le traitement miracle, la pensée magique, c'est croire que parce que je vais aller... parce que là, quand on parle de l'attente, oui, vous avez raison, c'est une question qui est intéressante. C'est-à-dire que l'attente confiante, c'est pas obligatoirement quelque chose qui est magique, d'accord ? Parce que sinon, que Freud, il le dit comme quelque chose qui fait partie, d'accord ? Qui va aider, qui va être pour la guérison, qui va participer à la guérison. C'est-à-dire qu'il y a un travail, d'accord ? La pensée magique, il n'y a aucun travail. Bon, le travail, c'est d'aller à Lourdes. Alors, c'est de se déplacer et d'aller à Lourdes. Voilà le travail qu'ils font. Non ? Après, dans un traitement psychanalytique, le travail est quand même un petit peu plus important, dans ce sens-là, d'accord ? Et que donc, il va partir. Et l'espoir, donc on va dire d'une certaine façon, la pensée positive. Bah, Freud, il va dire, là justement, il va nous parler aussi un petit peu, parce qu'il va dire que la religion, la foi, la réputation du médecin, d'accord ? C'est-à-dire que tout ça, ce sont des choses qui vont avoir leur importance dans la guérison. D'accord ? C'est-à-dire que des choses il va parler un petit peu de la vanité de l'être humain, dans le sens où ce narcissisme, où l'être humain narcissique, il a dit, non, pour moi, ça va marcher. Je vais à Lourdes parce que moi, je peux avoir un contact direct avec Dieu et il va me guérir. Non ? Donc, c'était cette vanité qui va permettre, on va dire, qui va faire que certains sujets vont aller chercher la guérison là. Et après, ça ne veut pas dire, je veux dire, les guérisons à Lourdes, il ne doit pas y en avoir beaucoup, d'accord ? Je veux dire que les guérisons miracles, il ne doit plus en avoir beaucoup. Mais ce qu'il veut nous montrer ici, Freud, c'est comment tous ces éléments vont participer pour pouvoir aider
la guérison, pour pouvoir aider la guérison. D'accord, qui vont participer à ça. Mais donc là, il nous montre simplement aussi, ce qu'il veut nous montrer ici, quand il parle de la foi religieuse, donc, qui a permis donc des traitements, claro, Gaël dit avec le médecin, c'est le contrat de confiance. Mais Gaël, on sait qu'il y a un contrat de confiance quand le patient guérit. Non, c'est toujours par après coup. C'est-à-dire que vous pouvez voir, non, non, je vois bien que le patient, il compte sur moi, il a confiance en moi. Attention, il a confiance en moi, mais non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, très sensible. Ce n'est pas quelque chose où on va croire à ce qui se passe ou à ce que le patient va nous dire. Non, sinon qu'on va pouvoir, donc, par après coup, selon les résultats. D'accord. Donc, il va nous parler, par exemple, donc, de ces médecins qui sont très à la mode et qui, parce qu'ils sont à la mode, ils arrivent à obtenir des résultats qu'un autre, avec une méthode plus efficace, on va dire, n'obtiendra pas les résultats parce qu'il n'est pas à la mode. C'est-à-dire que le phénomène de mode, la réputation, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent. Non, donc dans la répartition, donc ces phénomènes de masse, on va dire, qui vont participer, ces phénomènes de masse vont participer donc à la possibilité de la guérison. Donc, il va parler de l'influence de la multitude, non? L'influence de la multitude qui va permettre donc, comme à Lourdes, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens, etc. Donc on n'est pas tout seul, il y a un enthousiasme, il y a le phénomène de masse qui peut intervenir, non? Donc, et ensuite il va nous dire... donc il dit que de toute façon, il dit que la réputation et le phénomène de masse et l'action de la masse remplacent totalement la foi religieuse. Mais que la réputation, donc, et la mode, non, la réputation, la mode, tout ça, peuvent avoir des effets thérapeutiques. Mais il dit, mais la mode, comme on sait, c'est quelque chose qui passe. C'est-à-dire qu'après, tout d'un coup, il commence à y avoir différentes personnes qui vont commencer à dénoncer en expliquant que ce n'est pas exactement un remède qui fonctionne comme on nous l'avait dit. D'accord? Mais bon, il y en a certains qui vont réussir à guérir certaines maladies. Mais c'est surtout pour montrer, c'est pas pour montrer simplement les résultats, parce que je suis pas en train de faire de la publicité sur les médecins ou les professionnels qui sont à la mode, mais sinon pour montrer l'influence du psychisme sur le somatique. D'accord? Ce que nous sommes en train de voir, parce que là, Freud, il va reparler par exemple, de l'hypnose, mais pas comme méthode de guérison, sinon qu'il va parler de l'hypnose comme un phénomène qui a donc il dit comment, dans l'hypnose, on voit comment les mots ont un pouvoir énorme. C'est-à-dire que dans l'hypnose, la personne qui était hypnotisée, on peut lui faire croire, on peut lui demander de ne pas voir ce qu'elle a devant lui ou devant elle, et de lui demander de voir ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des effets directement sur le corps. Non, on peut lui demander de lever le bras alors qu'elle est endormie, de lever le bras, de baisser le bras, de se coucher, de faire ceci, et que le sujet peut répondre. Donc, il va nous montrer, donc, avec le phénomène de l'hypnose, l'importance des paroles, qui ont un pouvoir énorme. Après, il nous parle ici dans l'hypnose, il nous dit que, en fait, l'hypnose, c'est une sorte de sensation un petit peu, enfin pas de sensation, sinon que c'est le même phénomène, c'est un phénomène similaire. Il va nous dire comme à l'enfant qui est dans les bras au bébé qui est dans les bras de sa maman, non? C'est-à-dire se laisser complètement aller, comme dans le bébé dans les bras de sa maman. C'est-à-dire que comme la personne qui a accepté l'hypnose, on va dire, a accepté le mécanisme, parce que Freud il dit que les névrosés en général sont très difficiles à hypnotiser. Parce que justement, s'ils sont hypnotisés, ils vont avoir peur qu'on va révéler leur secret, parce qu'un névrosé, ce qu'il veut, c'est bien continuer à cacher tous ses secrets. Donc, comme pour la méthode de l'autogestion Coué. Alors, comment? Oui, la méthode Coué. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites référence à ça, Olivier.
Ah oui, comme la réputation, vous dites comme la réputation et la mode, non, comme la méthode Coué, donc qui a été pendant un temps à la mode et tout le monde, non, se regardait dans le miroir en disant aujourd'hui tout va bien se passer, oui, oui, aujourd'hui tout va bien se passer, oui, oui, aujourd'hui ça va être une journée fantastique. L'autogestion, l'autosuggestion, ok. Donc, on va dire, donc il va nous parler de, et ça c'est intéressant, donc il va faire référence, donc qui est très important, il dit que de toute façon, le plus important, c'est la relation du patient avec le médecin. C'est-à-dire qu'il y a, il faut savoir que avec le médecin, avec le psy, c'est-à-dire que cette relation est très importante dans le sens où le patient il doit avoir envie en fait d'offrir sa guérison au médecin. D'accord? Parce qu'il y a, vous voyez qu'il y a des malades qui passent d'un professionnel à un autre, d'un professionnel à un autre, comme s'il cherchait celui à qui il va dire, allez, avec toi d'accord. Non, comme si c'était une recherche de celui à qui il va lui offrir la guérison. Non, je veux dire que tout dans la maladie, c'est très complexe. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, ça ne dépend pas du professionnel. Sinon que ça dépend du patient. C'est le patient qui va décider avec qui il va guérir. D'accord? Donc, et donc, il va dire qu'évidemment qu'une relation de confiance du patient avec le professionnel, c'est quelque chose d'indispensable, évidemment. Mais c'est quelque chose qui va se construire et qui ne dépend, on va dire, qui ne dépend a priori de rien de spécifique, parce que vous voyez qu'il y a des patients qui veulent guérir. Donc ils vont dire, allez, je téléphone, non, puisque maintenant les séances se font par téléphone, je téléphone et vous voyez qu'il y a des patients qui viennent pour guérir. Donc ils utilisent le professionnel pour guérir. Ils ne lui demandent pas d'être ceci, d'être cela, non, non, ils veulent le professionnel pour pouvoir guérir. Donc je veux dire qu'il y a le désir de guérir, mais pareil après, le désir de guérir, on va voir que c'est quelque chose aussi qu'il va falloir construire en analyse. Parce que le patient, il vient a priori, puisqu'il est là, il veut quelque chose. D'accord? Mais ce désir de guérir, c'est quelque chose qui va devoir se produire, devoir se faire dans la relation analytique. C'est pas quelque chose qui vient comme ça tout de suite. D'accord? C'est pour ça qu'eux, on va trouver plein d'obstacles sur la route, puisque c'est pas quelque chose qui est comme ça aussi facile d'obtenir. Donc, on disait que ce qui va guérir, donc, c'est donc effectivement, c'est les mots. Dans le traitement analytique, ce qui va guérir, c'est les mots, mais c'est les mots, on va dire, dans cette relation de transfert et grâce à l'interprétation. D'accord? Parce qu'il ne s'agit pas d'écouter, 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 sinon il faut aussi interpréter pour pouvoir justement permettre à l'autre de découvrir, on va dire, une de ces vérités. Mais comme on avait vu, cette interprétation, elle doit se faire, on va dire, au bon moment, c'est-à-dire quand le sujet, il l'a pratiquement découvert. Donc, c'est-à-dire que comme il a parlé, et il y a cette petite barrière qui l'empêche de voir, et où le psychanalyste va lui donner, en fait, non, on le voit, les éléments, non, le patient, il nous donne les éléments, et puis tout d'un coup, on dit, bah, ça, je te le montre. Mais pourquoi vous dites ça? Non, non, c'est vous qui l'avez dit. Non, que ce n'est pas quelque chose que le psychanalyste va inventer, sinon que l'autre nous a donné les éléments pour pouvoir interpréter ça. Non, donc, va dire, Eric dit, les grandes découvertes, c'est souvent lorsqu'on ne s'y attend pas dans la cure. Exactement, Eric, c'est quand on ne s'y attend pas. Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Non, on dit que quand on a appris à attendre, parce que apprendre à attendre, c'est apprendre à attendre. Donc, on va dire, attendre, c'est rien vouloir de spécial. C'est pas attendre quelque chose de particulier. On sait que si on fait un travail, il y aura des résultats, mais on ne sait pas lesquels. D'accord? Donc, effectivement, Eric a raison. Donc, c'est là où on va toujours avoir la surprise, non? Et c'est là où la psychanalyse vraiment devient quelque chose de super intéressant pour
pour le patient, c'est-à-dire qu'il se présente sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais produire aujourd'hui. Naël dit de quoi guérit la psychanalyse? Est-ce que, alors de quoi guérit la psychanalyse? La psychanalyse, on va dire, alors de quoi? C'est pas exactement une guérison ce que propose la psychanalyse, d'accord? C'est plutôt, moi je dirais, c'est plutôt apprendre une certaine liberté, apprendre quelque chose de la liberté que nous donne pas notre, non, notre vie, apprendre à gagner en liberté avec soi-même, à apprendre à gagner en liberté avec soi-même et à gagner en humanité, non, devenir de plus en plus humain, de se rendre compte que nous sommes des êtres humains, que nous avons une variété de sentiments, que on a beau essayer d'en cacher quelques-uns qu'on n'aime pas, ils sortent quand même. Donc, non, on vient pas, non, non, si, pardon, mais il s'agit pas de la douleur intérieure. D'accord? La psychanalyse, bon, vous allez dire la douleur de vivre, la douleur d'être vivant, ou la douleur que d'être vivant parce que nous allons mourir. Mais ça, c'est pas des douleurs qui se sentent. D'accord? Si ça se sent, ça c'est déjà un symptôme. Donc on va dire, parce que on dit que dans la psychanalyse, il y a une première partie justement où il s'agit d'une psychothérapie, où on va s'occuper des symptômes pour que justement le sujet puisse se libérer un petit peu. Mais après, il y a un autre type de travail à faire, d'accord? Apprendre à vivre avec soi, d'accord? Donc ça, c'est une chose, d'accord, pour certains. Donc, apprendre à vivre, avoir à vivre ça. Mais je pense que c'est, claro, pero que c'est trop, parce que apprendre à vivre avec soi, Gaël, c'est apprendre avec les autres. D'accord? Parce que ce qu'on gagne, bien sûr, quand on apprend à vivre avec soi, ben, la relation avec les autres est bien plus facile. D'accord? La relation avec les autres, elle ne devient plus douloureuse. Elle devient comme non, quelque chose, on va dire que l'autre c'est une partie de moi. Non, il y avait un grand guitariste argentin qui disait que l'autre c'est un autre moi avec une autre peau. Non, un moi, c'est mon moi avec une autre peau. C'est mon moi avec une autre peau, l'autre. C'est une partie de moi, l'autre. D'accord? Donc, réussir à considérer l'autre, je veux dire que... Donc, c'est pour ça que c'est une humanisation. Hein. C'est un processus d'humanisation, la psychanalyse. Parce que nous avons besoin, de façon urgente, avoir accès à ce processus d'humanisation. Donc, moi je vous inviterai, Naël, à commencer le voyage de la psychanalyse pour découvrir, parce que vous voyez, chacun va dire une phrase différente, et aujourd'hui je dis ça, et demain je dirai autre chose. D'accord? C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est un processus, on va dire, qui nous fait découvrir l'ampleur des possibilités de l'être humain qui est incroyable. Tant qu'on n'a pas accès à la psychanalyse, on ne se rend pas compte des possibilités que nous avons chacun d'entre nous pour développer une vie, on va dire, bien plus riche que celle que nous sommes en train de vivre. Et quand je dis bien plus riche, je parle de tout le monde, non? Je veux dire même de moi, je veux dire que la richesse, c'est pas que nous sommes arrivés, ça y est, j'ai trouvé et j'ai réussi à faire plein de choses, sinon qu'il y a toujours cette richesse. Je suis un enseignement lacanien à l'université de Rennes et tous mes profs nous enseignent qu'en effet la psychanalyse ne guérit pas. Je trouve cela très intéressant, merci. Bon, alors il faudrait voir, qu'est-ce que la guérison? Non, Naël, qu'est-ce que la guérison? Donc, parce que les lacaniens, ils ont une idée de la guérison, non? Parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre avec les symptômes. D'accord? Donc effectivement, qu'il y a la guérison et l'élimination des symptômes. D'accord? Donc ça c'est la première partie, on va dire la première partie du voyage, donc qui nous donne envie après d'aller plus loin. Vous voyez, Caldien nous dit création d'une identité psychique. Donc Nancy dit d'accord, j'avais toujours pensé à la douleur intérieure. Non, qu'on n'est pas obligé de la sentir. Bon, on continue donc mercredi prochain, au même endroit, à la même heure. Merci de partager donc avec tout le monde. Françoise dit c'est le plus beau chemin que l'on puisse s'offrir. Moi je pense aussi, Françoise, exactement. C'est le véritable voyage, non? C'est le vrai voyage, on va dire, que l'on peut faire, c'est le vrai voyage. Donc, et je vous propose ce cours donc qui va commencer le 10 février sur une lecture de l'interprétation des rêves. D'accord? C'est une
une lecture que nous allons faire donc tous ensemble pour voir et découvrir la richesse de ce texte, voir un petit peu comment fonctionne cet appareil psychique. Donc, puisque c'est en 1900 avec l'interprétation des rêves que Freud va nous le présenter, c'est un cours de 12 heures de cours, 12 rencontres, on va dire, c'est quelque chose qui va se faire donc en privé, 12 rencontres pour relire ou relire l'interprétation des rêves, donc qui est un texte merveilleux et qui nous ouvre donc vraiment l'esprit et pour pouvoir nous rendre compte un petit peu mieux comment nous fonctionnons. Donc, mais de toute façon, nous continuons ces rencontres ouvertes à tous les mardis à 21 h. Donc, bonne continuation. Gaël dit, c'est une aventure intime, donc les mots pour en parler nous échappent. C'est pas si intime que ça, Gaël, justement. Non, parce que rappelez-vous, le névrosé, ce qu'il pense, c'est que ses fantasmes lui sont uniques. Alors que quand on commence une psychanalyse, on s'en rend compte que nos fantasmes, ben en fait, tout le monde a le même genre de fantasmes. Non ? Merci à vous. Donc, merci de continuer à partager. Donc, si vous avez trouvé ça intéressant, partagez donc cette vidéo sur vos murs. La psychanalyse aujourd'hui donc est un instrument indispensable pour réussir, on va dire, à mieux faire face aux années à venir qui sont plus que jamais incertaines. Non ? Ou apparemment, Basma, merci à vous, et que cet avenir qui nous est présenté dans une grande incertitude, donc pour faire face et pour pouvoir vivre dans cette incertitude et surtout s'adapter au monde de demain. Non, ça aussi. Bonsoir Olivier, merci à vous, bonne fin de soirée à tous. Donc bonne continuation, merci pour votre enthousiasme et votre participation et on continue donc mardi à 21 h. Au revoir Françoise, au revoir.